Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Les fiancés de la mort, de Jean-Michel Vernochet. Alors, je vous présente ce livre parce que c'est l'occasion pour moi de réfléchir avec vous à une certaine tendance de pensée que ses adversaires nomment généralement complotiste ou conspirationniste, et que moi j'aurais tendance à définir tout simplement, s'agissant de gens comme Jean-Michel Vernochet, des gens qui admettent l'hypothèse de la conspiration comme facteur explicatif principal du cours de l'histoire. Je dois parler de ça parce que je suis en train de préparer donc une prise de position sur la question de Daesh, de l'État islamique. Et inévitablement, la question de l'hypothèse, de l'existence, de la possibilité ou de la non-possibilité de la conspiration comme facteur explicatif principal va être posée. Donc c'est intéressant de partir du travail de Jean-Michel Vernochet, qui est quelqu'un qui creuse ces affaires-là sérieusement, pour intégrer ses enseignements, opérer aussi une critique de son discours, de façon à pouvoir prendre appui sur ce discours et sur la critique de ce discours pour l'intégrer dans la prise de position que je ferai dans quelques semaines sur la question de l'État islamique. Alors d'abord, que dit M. Vernochet? Je vais résumer son propos à très grands traits. Il nous explique en substance que le choc des civilisations n'est pas quelque chose d'automatique entre pays distincts, puisque les frontières régulent les relations entre les civilisations. Ce qui est historiquement vrai. À certaines époques, certaines civilisations sont entrées en conflit, à d'autres époques, elles ne sont pas entrées en conflit. Ça dépend, ça n'est pas automatique. Parfois ça se produit, parfois pas. En revanche, continue M. Vernochet, c'est à peu près automatique lorsqu'on a des populations communautarisées, parfois artificiellement, qui sont mises en présence les unes des autres sur le même territoire. Et là encore, c'est vrai, quand on met en présence des populations dont les fondamentaux culturels sont vraiment très différents, voire incompatibles, sur le même sol, sur le même territoire, c'est presque mécanique, ça va pas très bien se passer. Ça va pas très bien se passer d'abord parce qu'il y a des heurts naturels qui se produisent et que, comme il n'y a pas de frontières pour réguler les relations, ces heurts se multiplient. C'est mécanique aussi parce que, vous savez, il n'y a jamais deux parties en présence, il y en a toujours au moins trois. Donc il y a toujours une tierce partie qui a intérêt à ce que les deux autres se tapent dessus. Et donc effectivement, pour dire les choses simplement, les sociétés multiracistes sont multiraciales, sont multiracistes, hein, c'est bien connu, mais aussi les sociétés dites multiculturelles, en réalité, sont naturellement des machines à incuber les chocs interculturels et ce qu'il est convenu d'appeler le choc des civilisations. Et à partir de là, bien entendu, ce choc peut ramifier partout à travers le monde, là où les civilisations en question sont aussi en présence sur le même sol. Jean-Michel Vernochet cite à cet égard le cas d'école de l'affaire Charlie, où il rappelle que la montée des tensions orchestrées en France autour de Charlie Hebdo depuis pas mal de temps a engendré des contre-chocs à travers le monde qui ont provoqué des montées des tensions dans d'autres pays. Jean-Michel Vernochet écrit « Charlie continue de tuer, à commencer par ce qui se passe au Niger, qui n'avait jamais connu d'émeute contre les chrétiens et les Français confondus dans un même opprobre. Dans Niamey, la capitale, 23 églises sur 45 flambent. Cependant, ne comptez pas sur les reportages inexistants de nos honnêtes médias.
Voilà, c'est-à-dire qu'en janvier 2015, vous avez un attentat contre Charlie Hebdo, attentat sur lequel il y aurait énormément de choses à dire. Et d'ailleurs, Vernochet en parle longuement. Et cet attentat donne lieu à une hyper-médiatisation planétaire de l'affaire des caricatures. De là, on va avoir une intensification des tensions interreligieuses, y compris jusqu'à Niamey, où il va y avoir des églises qui vont brûler à cause de ça. Donc, nous dit Jean-Michel Vernochet, quand vous avez des classes dirigeantes qui organisent manifestement la coexistence sur le même sol de populations communautarisées dont les fondamentaux, on dirait anthropologiques presque au fond, sont très différents, voire incompatibles, que ça provoque des heurts, que ces heurts ramifient à travers la planète et qu'on continue à organiser cette cohabitation, eh bien, ça dit bien quelque part qu'on a affaire à un projet délibéré. Un projet délibéré, nous dit Jean-Michel Vernochet, qui est une guerre interconfessionnelle et intercommunautaire universelle, dans laquelle il voit le but des stratèges de la terreur globale. Alors si je fais la critique de son raisonnement, je dirais la chose suivante. Il donne une des interprétations possibles. Une autre interprétation est que les gens qui organisent ces migrations, en fait, ne font qu'organiser des phénomènes qu'ils ne maîtrisent pas. Soit parce qu'ils veulent donner le change et donner l'impression qu'ils organisent alors qu'ils subissent, soit parce qu'ils se disent au fond ça sera moins grave si nous les organisons, si nous les anticipons, plutôt que si nous les laissons se dérouler spontanément. Une troisième interprétation est qu'ils espèrent que, en quelque sorte, passé une phase de crise initiale, on entrera dans un état différent du système où les populations se mélangeront et où, en quelque sorte, on aura dépassé le stade du choc des civilisations pour aller vers le stade du rendez-vous des civilisations, pour parler comme Emmanuel Todd. Ça fait trois interprétations, trois schémas interprétatifs possibles. La volonté de déclencher le choc des civilisations, ou le fait qu'en fait on n'y peut rien, ou le fait qu'on espère qu'on va dépasser le choc des civilisations à partir d'un certain point. Alors, mon opinion personnelle, c'est que compte tenu de la façon dont les choses se passent, compte tenu de ce qu'on sait en particulier sur l'organisation des flux migratoires de cette fameuse grande vague de migrants qui nous est arrivée en 2014-2015, je renvoie à ma note de lecture sur le travail du blogueur Strat Diplo. Compte tenu du fait que je pense honnêtement que des gens normalement constitués ne doivent pas s'attendre à ce que la coexistence débouche facilement sur une synthèse, bon, disons que l'hypothèse avancée par Jean-Michel Vernochet est de très loin la plus probable. De très très loin. Cela dit, il faut noter, dans un souci de précision, que la démonstration n'est pas imparable. Elle entraîne l'adhésion compte tenu de sa très forte probabilité, mais elle ne constitue pas une certitude absolue dans tous les cas. Alors, ensuite se pose évidemment la question de savoir si cette guerre interconfessionnelle et intercommunautaire universelle est le but des stratèges qui organisent une sorte de chaos généralisé. Qui sont ces stratèges? Alors, l'identification chez Jean-Michel Vernochet est assez ambiguë et elle dépend un peu des moments, je dirais, dans son livre, qui est un recueil d'articles, de travaux, rédigés sur la longue période. Le premier doit dater, je crois, de 2002 ou 2003, quelque chose comme ça, et le dernier date de l'an dernier, quelque chose comme ça. Donc ça, il y a une longue période. Enfin, il y a quelques constantes. Il y a des références très fréquentes au lobby pro-Israël,
qui nous dit, M. Vernochet, qui cherche à nous faire épouser ses propres querelles. C'est-à-dire, évidemment, on voit très bien que l'orchestration d'un choc entre chrétienté et islam peut intéresser un lobby pro-Israël qui veut que la chrétienté soutienne, enfin la chrétienté, l'Occident en fait, soutienne Israël contre le monde arabe. C'est effectivement une interprétation possible. Et on sait, par un certain nombre d'exemples, que fournit, entre autres d'ailleurs M. Vernochet, que c'est manifestement en partie le cas. C'est un des facteurs explicatifs. M. Vernochet relève aussi le rôle des pouvoirs occidentaux qui peuvent utiliser le chaos pour pousser les populations à se regrouper sous l'autorité légitime. M. Vernochet parle aussi des monarchies du Golfe. Il signale que il y a une politique délibérée de la part de l'Arabie Saoudite en particulier de répandre sa version spécifique de l'islam, le wahhabisme, de diffuser ce que M. Vernochet appelle la peste du radicalisme, qui doit être répandue dans le monde musulman pour, toujours selon M. Vernochet, le diviser et le dresser contre tout ce qui pourrait faire obstacle à l'instauration d'un califat salafo-wahhabite. Et M. Vernochet relève d'ailleurs aussi dans ce cadre-là une collusion de moins en moins cachée entre Riyad et Tel Aviv, deux puissances, Arabie Saoudite et Israël, qui ont des ennemis en commun, en particulier l'Iran, et donc potentiellement des intérêts en commun. Bon. Et puis, à partir de là, M. Vernochet extrapole pour esquisser un schéma global. Il s'agirait, selon lui, de semer le chaos pour récolter la moisson du pouvoir planétaire, je cite. Le mécanisme est le suivant. D'abord, semer le chaos, donc détruire les structures non maîtrisées par le pouvoir et qui peuvent fédérer les individus, donc essentiellement les familles, les nations, les religions non maîtrisées par le pouvoir, obtenir ainsi une masse d'individus atomisés, faciles à manœuvrer, leur faire accepter un état de guerre permanent et donc un état d'exception qui devient la règle, et donc déstabiliser pour stabiliser, ce qui est la formule même de la stratégie de l'attention. Jean-Michel Vernochet, à l'issue de son trajet, reformule, d'ailleurs il faut le dire de manière assez précise et exacte, la définition classique de la stratégie de l'attention telle qu'elle a été comprise depuis que les Italiens, à la fin des années 70, début des années 80, ont un peu mieux réalisé ce qu'on leur avait fait en réalité. Alors, il illustre ça, non pas en faisant référence à l'Italie des années de plomb, mais plutôt à la psychologie particulière des nihilistes russes. Il voit dans les djihadistes des agents qui vont venir exaspérer le chaos créé par les flux migratoires et la dislocation des frontières civilisationnelles, et il pense que ces djihadistes sont à l'écroulement en fait de la spiritualité musulmane authentique, à sa chute dans l'idéologie, l'équivalent de ce que les nihilistes russes ont été en leur temps à la chute de l'espérance chrétienne dans l'idéologie communiste et anarchiste. Bon, alors il nous fait un portrait de ce type humain particulier, le nihiliste, ou sa variante moderne, le djihadiste, c'est-à-dire en fait quelqu'un dont la véritable religion est la transgression, le meurtre, le viol, le vol, la destruction, quelqu'un pour qui la violence est première, et pour lequel en fait la légitimation religieuse ou idéologique ou politique n'est que seconde, et lui sert à se masquer à lui-même en fait la vraie nature de ses motivations.
Alors tout ça tient la route, c'est-à-dire que on voit très bien que le schéma général évoqué par Jean-Michel Vernochet renvoie manifestement en partie aux faits. Personne ne peut réellement croire que les hurluberlus fous furieux de Daesh sont des musulmans normaux. Parce que déjà, pour commencer, c'est pas des gens normaux. J'ai fréquenté un certain nombre de musulmans dans ma vie. Ils avaient des qualités et des défauts, comme tout le monde. Mais a priori, ils considéraient pas que leur religion, quand elle allait consister à égorger quelqu'un devant une caméra, en s'imaginant en plus poser un acte de dévotion. Bon. Semblablement, on voit bien que ce genre de siphonné est instrumentalisable par des centrales de renseignement, est instrumentalisable par toutes sortes d'acteurs, en fait, qui eux ne sont pas fous du tout et qui poursuivent leurs intérêts bien compris. Et on sait que c'est le cas. On le sait. Bon. Je vais en parler après. Jean-Michel Vernochet analyse un certain nombre de cas d'école. L'affaire Mohamed Merah, par exemple, ce genre de choses. Et on voit très bien que ce qu'il dit correspond à une réalité. Il y a bien deux types d'acteurs dans le jeu. Des fous furieux, pulsionnels, soi-disant religieux, en réalité des psychopathes, et derrière d'autres psychopathes d'une certaine façon, mais d'un autre type, des psychopathes très organisés, eux, et qui instrumentalisent les fous furieux pour leurs intérêts propres. Là où le discours de Jean-Michel Vernochet, à mon avis, présente un élément de faiblesse, c'est que, ok, une fois qu'il a posé le schéma global, en fait, il ne répond pas vraiment à la question de savoir qui sont les stratèges. Et en particulier, je trouve qu'il y a dans son discours un déficit d'analyse des rapports de force à l'intérieur de l'ensemble formé par les stratèges potentiels, par les utilisateurs potentiels de la folie djihadiste. Donc le schéma global qu'il évoque renvoie manifestement à la réalité, mais c'est un peu rapide de nous expliquer que ce qui va fédérer tout ça, c'est, comme nous le dit M. Vernochet, une sorte de conspiration qu'il ne nomme pas d'ailleurs, qu'il ne décrit pas, et dont il parle en faisant référence, par exemple, à une citation du Deutéronome. « Tous les peuples que le Seigneur ton Dieu te livre, tu les dévoreras », pour nous expliquer que l'objectif, au bout du compte, c'est la domination d'un peuple prêtre sur les nations. Ouais. Bon, j'ai envie de lui dire, bon, mais si vous pensez que ce sont des réseaux juifs, ou disons juifs israéliens, ou disons sionistes, qui organisent tout ça, dites-le. Dites-le. Enfin, je veux dire, en particulier, ce n'est pas antisémite de considérer que cette hypothèse peut être avérée. L'antisémitisme, ça consiste à dire que par hypothèse, les juifs, parce qu'ils sont juifs, seraient membres de cette hypothétique conspiration. Ça c'est l'antisémitisme, effectivement. Mais dire que cette conspiration peut exister et qu'elle peut prendre ses racines dans le monde juif, ça c'est pas de l'antisémitisme, c'est pas du racisme, ça n'a rien à voir, c'est l'expression d'une hypothèse. Formulez-la. Formulez-la avec les précautions nécessaires pour ne pas être accusé de tous les maux, n'est-ce pas, pour pas vous faire traiter d'hitlérien, mais formulez-la. Et puis examinons-la au regard des réalités, au regard en particulier du rôle des acteurs non juifs,
Et posons-nous la question de la façon dont cette hypothèse de la conspiration juive peut ou pas recouper les éléments factuels que nous observons. Mon opinion personnelle, c'est que il y a trop de conspirations pour qu'il y en ait une qui prédomine absolument. Je ne doute pas un instant qu'il existe effectivement des réseaux derrière les événements, et je ne doute pas un instant que parmi ces réseaux, quelques-uns des plus puissants prennent leur origine dans le monde juif. C'est absolument évident. Personne de sensé ne peut nier en particulier le noyautage partiel, mais quand même bien avancé, de l'appareil d'État américain par les milieux pro-Israël. C'est absolument évident. Pour autant, on ne peut pas résumer la terreur globale à ces seuls milieux, à ces seuls réseaux. Les monarchies du Golfe ne sont pas juives, que je sache. Les dirigeants saoudiens ou qataris ne sont pas juifs. Une partie non négligeable des classes dirigeantes occidentales, y compris dans l'appareil militaire américain, ce ne sont pas des juifs, ce sont souvent des protestants. La France, dirigée par des gens qui viennent historiquement d'un pays catholique, mais qui sont, on le sait très bien, inscrits dans des réseaux maçonniques divers d'ailleurs, a une politique de puissance qui consiste parfois à jouer sur les stratégies de l'attention et sur le chaos, le chaos généré. Ce que les Américains font à l'échelle globale, nous le faisons assez volontiers en Afrique de l'Ouest, par exemple. La France-Afrique n'est pas un réseau très juif. Il y a des juifs dedans, mais c'est un réseau qui utilise beaucoup les liens maçonniques. Il y a une interpénétration avec les réseaux mafieux corses. On est assez loin du monde juif. Et c'est un des acteurs, c'est un des stratèges de la terreur globale. Donc vous voyez, je suis d'accord avec Jean-Michel Vernochet pour dire que, évidemment, le schéma global qu'il pose exprime une partie de la réalité, mais je regrette qu'il n'opère pas une analyse plus méthodique, plus ouverte, des réseaux d'influence qui peuvent s'inscrire dans ce schéma. On ne peut pas s'en sortir avec une citation du Deutéronome. Il faut parler des faits et essayer de les analyser. Alors cela dit, M. Vernochet, je vais quand même lui rendre justice, après avoir émis cette critique, parle des faits, pas pour analyser les réseaux des stratèges, mais pour analyser les techniques, pour montrer de façon concrète que manifestement, il y a une instrumentalisation, il y a des acteurs cachés derrière les acteurs visibles. Par exemple, il nous fait une analyse très intéressante de l'histoire de Mohamed Merah. Je vais en lire quelques extraits. Alors, il pose d'abord la question de fond, c'est-à-dire, qui était Merah? Donc, Mohamed Merah a fait ceci, a fait cela, mais c'était qui Mohamed Merah? Et en particulier, est-ce qu'il a pu faire tout ce qu'on lui dit qu'il a fait tout seul, ou est-ce qu'il bénéficiait d'un réseau de soutien, et lequel?
Alors, on a un personnage assez intéressant qui croise la trajectoire de Mohamed Merah, c'est M. Bernard Scarsini. Vous savez, le patron de la DCRI dont on a parlé dans la note de lecture précédente sur le livre Bienvenue Place Beauvau. On le retrouve au moment de l'affaire Merah. Et on le retrouve parce qu'il y a beaucoup d'indices qui laissent penser que, en fait, Mohamed Merah était un agent de la DCRI. D'abord, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est le trajet de Merah dans les années qui précèdent les attentats, son attentat. Il est en principe en décembre 2007, il est incarcéré en France et il y reste jusqu'en septembre 2009. Or, on voudrait nous dire qu'à cette époque, il s'est rendu au Proche-Orient. Alors, on voudrait savoir, à moins d'avoir le don d'ubiquité, il ne peut pas être en même temps dans une prison en France et au Proche-Orient. Bon, admettons, on ne sait pas très bien, bon, ok. Ce qui est encore plus curieux, c'est que il est passé, semble-t-il, en Syrie et en Israël. Or, ça n'est pas possible. En tout cas, c'est pas possible avec le même passeport, parce que à cette époque-là, si vous avez un tampon syrien sur votre passeport, vous ne rentrez pas en Israël. Si vous avez un tampon israélien, vous ne rentrez pas en Syrie. Or, il n'a officiellement qu'un seul passeport, qui n'est d'ailleurs pas un passeport français, semble-t-il. C'est un passeport algérien, si ma mémoire est bonne, ou marocain. Non, je crois que c'est algérien. Oui, c'est algérien. Le seul passeport valable dont disposait Mohamed Merah était apparemment algérien, délivré par le consulat de Toulouse en juillet 2005 et renouvelé le 20 mars 2010. Quant au passeport français de Merah, délivré en 1998 à Toulouse, lorsque celui-ci était âgé de 9 ans, il avait expiré en avril 2008 sans être renouvelé. Donc voilà un type qui n'a qu'un seul passeport, en plus un passeport algérien, et il peut aller en Syrie puis en Israël. Étrange. Assez étrange, normalement c'est pas possible. On découvre aussi au fil de son parcours qu'il était en relation suivie avec un fonctionnaire régional, auquel manifestement il servait d'informateur, puisque il a déclaré à ce policier, au cours du siège, « De toute façon, je devais t'appeler pour te dire que j'avais des tuyaux à te donner, mais en fait, j'allais te fumer. » Et puis, il faudra aussi nous expliquer à un moment comment un jeune désargenté, qui n'a pour tout revenu déclaré que le RSA, 400 € mensuels, peut s'équiper d'armes pour un montant estimé à 20 000 €, posséder 2 voitures et louer un appartement, et cela, d'après ce qu'on nous dit, sans toucher à la drogue. Débrouillard, le père Merah. Donc, Monsieur Vernochet nous dit en gros, bah écoutez, on peut rien prouver, il faut être honnête, on peut rien prouver, mais enfin, disons que l'hypothèse d'un Mohamed Merah, informateur de la DCRI, qu'on décide à un moment de sacrifier parce qu'on a besoin d'un lampiste dans une opération où on va lui mettre sur le dos des actes qui ne sont pas forcément les siens, cette hypothèse ne peut pas être repoussée d'un revers de main. Il y a suffisamment d'incohérences dans le dossier, suffisamment de bizarreries, pour qu'au moins on se pose la question. Il faut préciser qu'on n'a aucune preuve. Mais, bon, tout ça est assez bizarre.
Monsieur Vernochet nous parle aussi longuement de l'affaire Charlie. Alors, d'abord, il nous rappelle qu'on a une fois de plus découvert une pièce d'identité dans le véhicule abandonné par les Kouachi. C'est un peu un running gag, quoi. C'est-à-dire les terroristes, les djihadistes, apparemment, laissent une pièce d'identité derrière eux pour que les flics puissent facilement les identifier, quoi. Moi, je veux bien, mais enfin bon... Depuis le passeport miraculeux qui tombe, qui est retrouvé par terre à côté des ruines à Manhattan le 11 septembre, c'est un truc que personne de sensé ne peut croire, jusqu'à cette manie-là de laisser des pièces d'identité partout. C'est bizarre, quoi, c'est pour le moins bizarre. Monsieur Vernochet nous parle aussi de la mort du commissaire Fredoux. Le commissaire Fredoux qui travaillait sur l'affaire de la tuerie au siège de Charlie Hebdo et qui s'est tué avant de remettre son rapport dans la nuit du 7 au 8 janvier 2015. Le gars n'était pas dépressif, il n'y avait pas de problème particulier. Il travaillait sur l'affaire Charlie Hebdo, sur en particulier les liens de Madame Bougram avec cette affaire. Et dans la nuit du 7 au 8, il se tire une balle dans la tête. Bon, c'est possible. C'est possible. Ça peut arriver. Voilà. Bon, j'ai parcouru très très sommairement le travail de Monsieur Vernochet. Je ne peux pas rentrer plus dans le détail parce que c'est une petite note de lecture rapide. Alors, qu'est-ce que j'en pense en synthèse? En synthèse, j'en pense que le travail de Monsieur Vernochet est un travail sérieux. Ça vaut la peine d'être lu. Ça gagnerait en clarté, sans doute, à être plus structuré, plus organisé. En même temps, c'est pas facile d'être structuré et organisé. On recueille des informations un peu dans tous les sens, on a du mal à les vérifier. Bon. Pour moi, il y a deux grands points faibles. Le premier, j'en ai déjà parlé. Ça n'est pas le tout d'esquisser un schéma global d'instrumentalisation du chaos. Il faut aussi être capable de commencer à cartographier les acteurs, les stratèges de la terreur globale, comme dit M. Vernochet. Or ça, c'est le point faible de son travail, alors que ça devrait être le cœur du sujet. C'est-à-dire que normalement, la question de savoir si le terrorisme est instrumentalisé ne se pose pas. Les gens sérieux ne se posent pas la question. Oui, évidemment. La question de savoir si Daesh est un acteur instrumentalisé ne se pose pas. Oui, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement complètement maîtrisé, comme le dit d'ailleurs, le rappelle M. Vernochet, pour contrôler des frappadingues de cette ampleur, c'est pas facile. Hein. Mais bien évidemment, oui, c'est instrumentalisé. Bien évidemment, il y a des acteurs invisibles, d'ailleurs de moins en moins invisibles, derrière les acteurs visibles de la terreur. C'est même pas une question. C'est même pas une question. Le simple bon sens le dit. Vous pensez bien que des psychopathes désorganisés, sur le modèle des givrés, comme le cas extrême là qui a commis cette horreur à Nice, en fonçant avec un camion sur la promenade des Anglais, ce ne sont pas des gens qui vont être capables de définir les structures de coordination à l'échelle planétaire permettant de déployer une stratégie à cette échelle.
Il y a des gens qui les utilisent, il y a des gens qui les téléguident. Et vous pensez bien que les gens qui les téléguident sont ceux qui ont à la fois les moyens et intérêt à le faire, et effectivement, là on va retrouver les vrais acteurs géostratégiques. C'est bien évident. Donc tout ça, c'est pas une question, je veux dire, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est, et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ce bouquin-là, le sujet, c'est ça. Les stratèges de la terreur globale. Et ce que je regrette dans le livre de M. Vernochet, si vous voulez, c'est la taille du titre, Les fiancés de la mort, et la taille du sous-titre, et les stratèges de la terreur globale. Moi, j'aurais voulu, en fait, que ça soit le contraire, qu'il y ait un titre comme ça sur les stratèges de la terreur globale, et puis en dessous un petit sous-titre, et les fiancés de la mort. Parce que c'est là qui est la vraie question. Et on ne s'en tire pas avec une citation du Deutéronome. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, ça pour moi c'est le premier point faible. Et le deuxième point faible, qui est d'ailleurs lié au premier, qui est le point faible récurrent, je trouve, de tous les gens qui creusent un peu cette histoire, cette question de l'hypothèse de la conspiration. L'hypothèse des conspirations, d'ailleurs on peut mettre un pluriel. En fait, tous ces gens-là ont un vrai problème, c'est que eux ne sont pas des clowns, eux ne sont pas des barjots, mais ils sont constamment exposés au risque d'être confondus avec des clowns et des barjots. J'ai rencontré au fil de mon parcours, dans la mouvance, on va dire, dissidence Internet, des types, mais extraordinaire. Il y a des photos qui ont été prises il y a quelques années après une conférence que j'avais donnée à Bordeaux avec Pierre Hillard, je me souviens. Et ces photos sont très drôles parce que j'ai l'air complètement ahuri, quoi. Vous me direz, j'ai souvent l'air ahuri, c'est vrai, mais ce jour-là particulièrement. En fait, c'est parce qu'elles ont été prises au moment où il y a un monsieur qui venait de me parler du grand complot noué il y a 6000 ans entre les extraterrestres et les Sumériens. Ouais. Voilà. Donc vous avez ce genre de choses dans le circuit. Vous avez des gens comme ça qui ont besoin de trouver des explications presque merveilleuses, presque miraculeuses, parce que la complexité du monde en fait les terrifie. Et des gens comme Jean-Michel Vernochet sont constamment menacés d'être assimilés à ce genre de dingue. Et le point faible, finalement, c'est que un auteur comme Jean-Michel Vernochet ou des gens comme ça, je veux dire, là j'ai pris Vernochet, mais j'aurais pu en prendre d'autres, hein, j'aurais pu prendre Soral, j'aurais pu en prendre d'autres. Ils prêtent le flanc à cet amalgame parce que tout simplement cette mouvance ne s'est pour l'instant pas dotée d'un cadre épistémologique stable et sérieux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas construit la méthode de leur méthode. Le jour où ils le feront, là on saura faire la différence entre les gens sérieux et les clowns. Et ce jour-là, ils seront beaucoup plus difficiles à amalgamer aux agités du bocal en tout genre. Donc si j'ai un conseil à donner aux gens qui se spécialisent dans cette voie, c'est d'essayer de réfléchir ensemble, et ensemble c'est toujours mieux qu'individuellement, au cadre épistémologique de leur réflexion, définir la méthode qui permet d'arriver à des conclusions en la matière. Voilà. Voilà ce que j'en pense.
En ce qui me concerne, je prends note des hypothèses diverses formulées par M. Vernochet. Pour l'essentiel, je suis d'accord avec lui. Simplement, encore une fois, il ne répond pas pour l'instant à la question clé. Qui sont vraiment les stratèges? Comment ça s'organise? Qui est derrière? Ça, c'est ce que je veux faire par mon travail de réflexion sur la question de l'État islamique. C'est pour ça qu'on a commencé par des ouvrages universitaires comme l'anatomie de l'État islamique de M. Flichy de la Neuville et de M. Hahn, ou l'histoire politique de l'islam de M. Nabil Mouline. Voilà. Cela étant, la prochaine vidéo ne sera pas une note de lecture, c'est un commentaire sur les résultats des élections présidentielles 2017. Et alors pour l'occasion, il y a une guest star. Parce que ça m'embêtait de faire ça tout seul. Je veux dire que les machins électoralistes, moi ça me... avant les élections quand même, pour pouvoir faire mes notes de lecture, je me suis tapé, je crois, 13, je crois, bouquins d'hommes politiques. Ce qui est une grande souffrance. Hein. Je dois vous dire que... c'est dur. Bon. Donc j'avais pas très envie d'en parler, bon, mais on me l'a demandé, puis c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Donc j'ai invité Maurice Gendre pour parler de tout ça, parce que tout seul j'y serais pas arrivé. Mais avec Maurice, ça s'est passé tout seul, tranquillement, vous allez voir. On va bien s'amuser en étudiant un petit peu les chiffres des élections présidentielles 2017, qui ont donc vu la victoire de notre grand leader charismatique, le magnifique, le grandiose Emmanuel Macron. Ah, il nous manquait plus que ça. Bon. Et après, je ferai une note de lecture sur ce livre, Dysgénisme, de M. Richard Lynn, dans le cadre de la série de notes de lecture que je fais pour préparer une prise de position sur le racisme anti-blanc. Voilà. J'ai fini, j'espère que je ne vous ai pas trop noyé dans les détails, c'est toujours le problème quand on parle de ces histoires. Et je vous dis à bientôt.